Mesdames, Messieurs, merci de suivre SK2 TV, la télévision de l'intégration. Nous recevons dans ce numéro 1 de Face A le lieutenant Ousmane Sonko, chef de secteur des eaux et forêts de Kédougou. Alors, Monsieur Sonko, bonsoir. Bonsoir, M. Dembélé. Bonsoir, les auditeurs de SK2 TV. Bonsoir, tout Kédougou. Merci de cette invitation aujourd'hui pour échanger les difficultés de Kédougou, surtout la lutte préventive contre les feux de brousse. Merci, mon lieutenant. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons avec vous aborder le thème suivant, prévention et lutte contre les feux de brousse à Kédougou. Alors, mon lieutenant, dans un premier temps, on voudrait savoir c'est quoi d'abord les feux de brousse? Parce que les gens parlent de feux de brousse, mais peut-être que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas ce que c'est qu'un feu de brousse. Effectivement, c'est un langage c'est un vocabulaire qui est international. Au niveau, on a les séries incendie de forêt, d'autres disent feu de forêt, mais nous, au Sénégal, on dit ça feu de brousse. Un feu de brousse, c'est un incendie non planifié, et non incontrôlé, et aussi imprévisible, dans une zone de végétation vraiment différente. C'est pour cela qu'on est là, tu ne contrôles pas, le feu est là. C'est imprévisible. D'accord. C'est la définition d'abord d'un feu de brousse. Alors, un feu qui n'est pas prévisible, ce feu, est-ce qu'il ne peut pas causer des catastrophes une fois, bien sûr propagé et une fois, voilà, mis à la forêt? Pourquoi j'ai dit imprévisible? On est là aujourd'hui à Kédougou. Tous les gens empruntent des routes des usagers, ou bien les gens qui font de l'apiculture, ou bien les gens qui font du charbon. Il vient, il brûle, ou bien un mégot de cigarette, tu lances ça. Tu n'as pas contrôlé le feu. Tu lances et tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a un impact derrière. C'est pour cela qu'on n'a pas contrôlé ce feu-là. C'est pour ça que j'ai dit, ou la définition, c'est un feu qui est imprévisible, qui ne n'est pas contrôlé. Donc si cela est contrôlé, en ce moment-là, on peut maîtriser ce feu-là. Mais vous lancez comme ça un feu non maîtrisé, et c'est un feu qui amène des dégâts vraiment catastrophiques. Alors, ce qui nous amène à parler un peu des conditions de départ de ces feux. Vous avez tout à l'heure abordé ça. Maintenant, concernant la propagation, comment voilà, se fait cette propagation une fois que le feu est mis par un de ses acteurs? Vous regardez la zone de Kédougou, qui est une zone vraiment pluvieuse. Aujourd'hui, on a un tapis herbacé qui est bien fourni. Ça, c'est une condition vraiment de combustibilité pour la propagation du feu. Si un feu se déclenche, d'abord, la première, c'est le vent. Le vent d'abord, ça vient, ça propage, ça donne une rapidité au niveau de la propagation du feu. C'est pour cela il faut toujours voir exactement les conditionnalités par rapport à la direction du vent. Si un feu se déclare, par exemple, ici, au niveau de Kédougou, vous regardez comment la propagation est tellement rapide. Parce que si on a des arbres, ça peut au moins freiner la propagation rapide de ces feux. C'est pour cela il faut avoir l'habitude de créer des barrières pour permettre de diminuer la propagation de ces feux-là. Et vous, en tant que chef service du chef secteur des eaux et forêts, quelles sont les dispositions mises en place pour au moins créer des barrières pour ces feux incontrôlés? Effectivement, d'abord, c'est la mise en feu précoce. Les feux précoces, c'est un arrêté du conseil départemental qui sort un arrêté pour nous dire que l'arrêté de la mise en feu précoce, ça démarre. Comme pour cette année, ça démarre du 11 novembre jusqu'au 10 janvier 2025. Donc, au-delà de cette date-là, on n'est pas autorisé à faire des feux précoces. Ces feux précoces permettent d'amoindrir les feux tardifs qui vont venir. Il y a les feux précoces, il y a les pare-feux. Qu'est-ce que c'est un pare-feu? Un pare-feu, c'est un espace qui est désherbé de tout combustible pour permettre de stopper des feux tardifs qui vont venir. C'est pour cela, d'abord, les premières barrières, c'est les feux précoces. La deuxième, c'est l'ouverture et l'entretien des pare-feux. Si c'est moi, c'est l'ouverture pour dépourvir tout le tapis herbacé le long de ces axes-là.
Alors, vous avez parlé de ces différentes barrières, à savoir les feux précoces et d'autres barrières également. Est-ce que ça s'est mis en place? Effectivement, pour les années passées, d'abord, surtout les barrières au niveau des axes routiers. Parce que nous constatons vraiment la majeure partie de ces feux démarrent la plupart des niveaux des routes. Donc, on peut dire au moins 60%, voire 110% de ces feux-là proviennent au niveau de ces axes-là. Ça démarre au niveau d'un axe et ça propage au niveau des villages. C'est pour cela, ces barrières d'abord, les premiers obstacles, première barrière, c'est d'abord le traitement de ces axes routiers. Si on a traité ces axes routiers, ça va permettre au moins d'amoindrir, de diminuer au moins les feux tardifs qui vont arriver un peu plus tard. C'est pour cela, c'est les premières barrières vraiment contre les différents feux de brousse. Alors, justement, ce qui va nous amener à parler un peu de la situation de 2024-2023. En tout cas, la dernière année, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur la situation de ces feux de brousse à Kédougou? Effectivement, moi, on m'a affecté ça à Kédougou en 2023, enfin presque au mois de septembre 2023. Donc, la campagne précédente m'a trouvé ici à Kédougou. D'abord, pour les feux de brousse, D'abord, nous, notre jargon, c'est deux types de luttes. Il y a d'abord la lutte préventive. Tout ce qui est prévention pour éviter d'éventuels feux tardifs qui vont se déclarer un peu plus tard. C'est pour cela d'abord, la lutte préventive, c'est les différents types d'organisations que nous menons ou bien d'activités. C'est d'abord des sensibilisations, des assemblées villageoises qu'on organise au niveau des villages, au niveau d'abord de la mairie, par exemple, des assemblées villageoises, ça peut être des CLD, des CDD, des CRD par rapport à cette thématique-là, c'est la lutte contre les feux de brousse. Si on a ça, on a aussi les émissions radio ou bien les émissions télévisées. Cette année, au moins, on a eu la chance avec SK2 TV qui nous a offert ce plateau-là, au moins pour pouvoir au moins sensibiliser la population par rapport à ça. Ça fait partie aussi de la prévention. Il y a aussi la mise en place des comités de lutte. Ici, d'abord à Kédougou, quand j'ai vu au niveau des archives, 68 comités de lutte. Dès mon arrivée, pour le moment, j'ai d'abord compté pour le moment 29 comités de lutte que nous travaillons. Ça fait partie d'avoir une existence pour éventer le feu. Ces comités de lutte sont là au moins en cas de feu, pour au moins lutter contre ces feux. On a aussi, j'avais dit 108 comités au niveau départemental. Mais pourquoi le gap là, c'est des encore, ils ne sont pas actifs. Donc il faut les redynamiser. C'est pour cela, pour le moment, je suis en train de voir avec mes équipes pour pouvoir les redynamiser, pour permettre au moins d'être opérationnels au niveau du terrain. Et aussi, il y a l'équipement des comités, parce que ça fait partie aussi des luttes préventives. Aujourd'hui, si on parvient à équiper ces communautés, ces comités villageois, nous, on est à Kédougou. Un feu qui se déclare à 30 km de Kédougou, avant de préparer pour aller, au moins, on peut perdre au minimum 30 minutes ou bien 1 heure de temps. Mais ces comités, s'ils sont équipés, avant notre intervention, au moins, ils vont trouver ces gens-là vraiment en train d'éteindre ce feu. Ça fait partie vraiment des luttes préventives par rapport au feu. Il y a aussi, comme j'ai dit, la mise à feu précoce. Ça fait aussi de la prévention. Il y a les pare-feux, ouverture des pare-feux, éradication des pare-feux. Et les axes qu'on traite. Tous ces activités-là font partie de la lutte préventive. C'est le maillon très fort au niveau de notre lutte. Parce que d'abord, si les gens sont bien sensibilisés et comprennent vraiment les enjeux de ces feux-là, au moins ça va permettre aux gens-là vraiment d'être outillés pour savoir que ces feux ont une cause vraiment très catastrophique pour la population et pour le Sénégal. Et nous, on nous a demandé d'ici 2030 de réduire les feux jusqu'à 10 000 hectares. En 2030, c'est dans 6 ans ou bien dans 5 ans. Donc il faut qu'on réduise ces feux-là d'ici 2030. C'est pour cela, il y a la lutte active. La lutte active, c'est la principale activité en cas de feu. Ici, un feu se déclare. D'abord, c'est les unités de lutte. Aujourd'hui, on n'a que 2 unités de lutte d'abord. Des citernes. Un citerne de 8 mètres cubes et l'autre de 32 mètres cubes. Et on a pu créer ou bien à acheter deux tricycles et on met là-bas une scène pour permettre
d'accessibilité au niveau en cas de feu. Parce que nous, avec nos moyens, on a dit qu'on ne peut pas attendre. Parce que les gens là ne peuvent pas accéder à certains lieux quand il y a un feu. Donc, on a obligé de modifier cette tricycle pour être accessible au niveau de feu, en cas de feu. C'est pour la lutte active, quand un feu se déclare, on est obligé d'être opérationnel pour aller vraiment à l'attaque de ces feux qui vont se déclarer. C'est pour cela qu'on a pour le moment 2 tricycles et 2 citernes qui sont là pour au moins pour d'éventuels feux qui vont se déclarer après, d'ici quelques mois, quand on va terminer les feux précoces. Voilà, mon lieutenant, très souvent les gens font confusion entre la période des feux précoces et parce que très souvent ils disent bon, chaque fois, bon, quand ils mettent le feu, ils disent c'est les feux précoces. Qui doit gérer ça? Et quelles sont, par exemple, les sanctions prévues dans ce cas de viol, n'est-ce pas, de la date limite, comme vous dites, c'est le 10 janvier 2025. Au-delà de cette date, quelles sont les sanctions qui peuvent être posées aux auteurs? Effectivement, vous savez, la gestion des ressources naturelles, c'est une compétence transférée. Aujourd'hui, c'est les collectivités territoriales qui devaient vraiment s'atteler vraiment dans cette gestion-là. Parce que comme c'est une conférence, nous, on est là pour appuyer conseil à la collectivité territoriale. Mais vous savez que c'est compliqué par rapport à la décentralisation. Jusqu'à présent, c'est compliqué. Mais nous, on est là pour ça. Comme nous, on est là pour l'appui technique. On est obligé d'aider la collectivité territoriale dans le cas quand un feu se déclare. Comme vous l'avez dit par rapport à cette date-line-là, c'est 2 mois. Si vous regardez le 11 novembre jusqu'au 10 janvier, c'est 2 mois. Au-delà de cette date-là, c'est des feux tardifs. Actuellement, on est avec les feux précoces parce qu'on a vu le tapis n'est pas encore sec. Et tout ça, ça va permettre au moins à la population de comprendre exactement. Au-delà du date du 10, c'est des feux tardifs qui vont se déclarer. Maintenant, les sanctions sont tellement... J'ai amené un peu le code par rapport aux différentes sanctions, parce que c'est un code volumineux. J'ai au moins extrait ce qui se concerne par rapport à la lutte contre les feux de brousse. Comme l'a dit le code, par rapport à les dispositions qui sont mises par rapport à l'article L68, qui dit d'abord les dispositions, sous réserve des dispositions prévues pour les feux précoces, quiconque aura provoqué un feu de brousse est puni d'un emprisonnement de 3 ans à 5 ans et d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Vous avez vu? Au-delà des feux précoces, vous avez vu l'amende là? C'est un peu comme c'est un peu dur. Nous, nos populations, est-ce qu'ils ont ces moyens-là? C'est compliqué, c'est pour cela cette sensibilisation ça va permettre à la population d'être conscientisée par rapport aux sanctions qui sont au niveau par rapport à ces feux de brousse. C'est difficile, mais il faut que les gens sachent que vraiment ces feux, on a criminalisé ces feux-là. Nous, on n'a pas l'ordre de transit, c'est directement en prison. C'est pour cela s'il y a beaucoup de catastrophes par rapport à ces feux, donc c'est la prison. C'est pour cela très souvent aussi, au niveau des villages, il y a également des auteurs qui mettent des feux, mais parfois que les villageois connaissent. Mais il y a un problème de dénonciation parce que, voilà, vu certaines considérations, certaines relations, bon, ils ont peur de dénoncer les gens, alors que c'est une catastrophe pour tout le monde. Alors, par rapport à ces cas de figure, est-ce qu'aujourd'hui, les communautés villageoises, si elles sont bien redynamisées, ne pourraient-elles pas jouer ce rôle-là? Effectivement, par rapport aux auteurs de ces feux, ou bien la complicité avec la population, c'est pas facile. Auparavant, au moins, il n'y avait pas ces sanctions-là. Maintenant, beaucoup de gens savent exactement qu'il y a des sanctions très lourdes par rapport à un gars qui a mis du feu. C'est pour ça, comme vous l'avez dit, les gens maintenant ne dénoncent pas. Moi, les feux que j'ai pu à noter l'année dernière, il n'y a aucune mise en cause. Ils le savent, mais ils ne veulent pas dénoncer. C'est compliqué, c'est un parent à d'autres. S'ils dénoncent encore, ça va créer encore des problèmes au niveau des villages. Ils vont dire, Diou, il m'a dénoncé, et les eaux et forêts l'ont pris, il a payé une transaction, ou bien il est en prison. C'est compliqué avec la population. Mais il faut qu'ils aient l'habitude de dénoncer. Parce qu'ils n'ont fait pas ça. Chaque année, c'est des feux là qui vont ravager. Regardez par exemple par rapport à ça. Si aujourd'hui un feu ravage tout un village, par exemple la population, pendant tout l'hivernage, ils ont cultivé jusqu'à récolter. Vous amenez votre récolte au niveau de vos villages.
Vous venez un jour, un feu vient, ravage tout ça. Les récoltes sont calcinées. Les animaux domestiques aussi. Des fois, il y a mort d'homme. Vous regardez toutes ces conséquences-là. C'est pas facile. C'est pour cela qu'il faut qu'ils aient l'habitude de dénoncer. C'est pas facile, mais il faut qu'ils le fassent pour permettre aux gens de comprendre exactement ces feux-là sont néfastes pour la population, surtout nous paysans. Ce qui revient un peu à parler de la mission des comités villageois de veille par rapport à la lutte contre les feux de brousse. Quelle est, par exemple, la mission de ces comités et qui doit véritablement les encadrer? Effectivement, vous savez, les comités de lutte, d'abord, ils sont installés par la collectivité territoriale, sous la supervision du chef de brigade au niveau des arrondissements ou au niveau des triages des grandes communes. Comme ici à Kir, il n'y a pas encore de triage, mais c'est au niveau des chefs de brigade qui créent ces comités de lutte. Il est là en cas de feu. C'est eux les premiers vraiment à être là pour lutter contre ces feux. Ils sont là pour la veille. Toutes les activités qui sont là pour la lutte contre des feux de brousse, c'est eux les premiers responsables. Parce que l'agent qui est un peu loin d'eux, parce que vous regardez, par exemple, si je prends l'exemple de d'Indifelo, ou bien l'exemple de Tchankou Malan, vous regardez l'agent, le chef de brigade, il est à Bandafassi. Le comité de lutte est à Tchankou Malan. Est-ce que si un feu se déclare, tu dois rester sans faire quelques jours et aller attendre le chef de brigade? D'abord, toi, tu es le premier responsable en tant que comité de lutte et les autres pour pouvoir d'abord éviter ou bien arrêter ou bien diminuer la propagation de ces feux-là. C'est les premiers responsables à la lutte contre les feux de brousse, les comités de lutte. Ils sont là vraiment pour diminuer la propagation des feux. Nous, on est là pour venir pour appuyer à ces gens-là, pour au moins éradiquer ou bien diminuer ou bien arrêter vraiment ces feux. C'est vraiment sur l'utilité de la création de ces comités de lutte. Oui, parce que surtout quand on pense que dans le département, il y a des zones inaccessibles, je pense que voici tout l'intérêt, n'est-ce pas, d'aider ces comités et puis surtout à l'équipement de ces comités pour accomplir leur mission. Effectivement, vous connaissez que c'est une zone accidentée, à relief accidenté. C'est compliqué des fois. C'est pour cela nous, on sensibilise la population, surtout de faire des ouvertures de pare-feu, surtout au niveau des montagnes. Un feu qui est au niveau de la montagne, si ça descend, c'est des catastrophes. On est obligé dans les villages de faire des pare-feux autour des villages pour permettre d'éventuels feux qui vont se déclarer au niveau de la montagne pour descendre jusqu'en bas, au niveau du plateau. C'est pour cela on oblige, on parle, on sensibilise la population et le collectivité territoriale d'ouvrir des pare-feux pour ceinturer le village, pour éviter ces feux. Moi, tous les catastrophes, tous les dégâts, surtout au niveau des ménages. Aujourd'hui, si un feu se déclare, est-ce que l'enseignant qui est en train d'enseigner les élèves là, est-ce qu'il aura le temps vraiment d'enseigner? L'infirmier chef de poste, si un feu se déclare, est-ce qu'il aura le temps vraiment de soigner ces malades? Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire, il faut laisser les enfants aller lutter contre ces feux ou bien diminuer vraiment la propagation. Parce que vous perdez au moins 1 heure de temps ou bien 2 heures de temps de cours. Ou bien un infirmier, il est là pour soigner un malade, ou bien une sage-femme qui est là au moins pour faire accoucher une femme. Elle est obligée d'abord de voir comment il va sauver d'abord le village d'abord. Parce que le feu, si ça vient, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste de santé. Ça vient, ça ravage. C'est pour cela on insiste surtout dans ce cadre vraiment de sensibiliser la population, de leur permettre vraiment de comprendre exactement les causes et les conséquences de ces feux de brousse. Alors, mon lieutenant, ce qui nous amène également à parler des conséquences. Vous avez énuméré quelques-unes déjà, mais il y a également d'autres conséquences du point de vue écologique. Il y a des conséquences que nous ignorons, mais également du point de vue socio-économique. Et également du point de vue atmosphérique. Et vous avez parlé tout à l'heure de pollution atmosphérique, parce que ça, c'est également du point de vue santé. Alors, avec ces différentes conséquences, qu'est-ce qui est le plus fréquent depuis que vous êtes là, n'est-ce pas, causé par les feux de brousse? Comme vous avez vu par rapport à la première intervention, par rapport aux différentes causes, si on regarde les causes d'abord, surtout
en majeure partie au Sénégal, c'est des feux de camp. C'est des feux de camp. Par exemple, les gens qui vont bon, je ne sais pas s'il y a des pique-niques, ils vont en brousse. Oui, en hein, sortie, en sortie, des fois. mhm. Ils sont là, donc ils brûlent, donc ils ne savent pas. Si un vent vient, ils sont obligés de créer des feux. Les feux à usage agricole, nos parents agriculteurs, ils cultivent, parce que maintenant c'est à la vogue. Hein. Si on regarde la population, nous, auparavant, nous on prenait nos machettes Ouais. hein, pour C'est au moins ça, se débroussailler. Ouais. Maintenant, il n'y a pas ça. Les gens viennent pour au moins faciliter. Ils ont dit qu'il faut au moins qu'on mette le feu. Ça fait partie aussi. Il y a aussi les gens qui cherchent du miel, les apiculteurs. C'est les principaux causes aussi. Tu viens pour au moins chasser des abeilles. Tu es obligé de mettre du feu. Ça, c'est pas une solution. La solution est, on a des russes kényantes. Pourquoi pas les mettre au niveau de la zone où on peut avoir du miel. Hein? Il y a aujourd'hui, surtout à Kédougou, c'est tout sur leur péage aussi. C'est la principale cause parce que Kédougou est une zone aurifère. Là où on passe, il y a des orpailleurs. C'est les principaux c'est les principales personnes vraiment qui causent. Parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir détecter des minéraux, ils sont obligés de mettre du feu pour pouvoir détecter ces minéraux-là. Et vous ne savez pas les conséquences qui vont au moins abvenir à ces feux. Si nos parents orpailleurs, nous devons les sensibiliser par rapport à ça. Comme ils veulent chercher de l'or, pourquoi pas débroussailler? Ou bien venir au niveau du service dire que nous on veut faire des feux précoces, on les encadre pour pouvoir au moins se brûler. Mais venez vous brûler toute une forêt, c'est compliqué. Où on regarde par rapport aux conséquences que vous l'avez dit. D'abord, c'est la résonance naturelle. Parce que la résonance, c'est les plants qui se développent d'une manière naturelle. Aujourd'hui, si c'est un feu se déclare, forcément cette résonance-là sera impactée. Aujourd'hui, la faune, il y aura une migration de ces espèces fauniques-là. Est-ce que vous connaissez que c'est la seule raison où il y a de refuge de la grande faune? Les gens, à partir du parc, tous ces animaux-là viennent au niveau de la région de Kédougou. C'est pour cela que vous venez à Dindéféro, il y a toujours les gens qui viennent pour visiter ou voir certaines espèces fauniques pour pouvoir au moins voir quelque chose. Il y a aussi les gens qui font comment ça s'appelle encore, les gens qui font la culture fourragère. Je pense qu'ils ont démarré. Cette culture-là, ou bien le tapis herbacé qui est là, c'est calciné. Si on regarde par rapport à ces zones-là, si on regarde au niveau des différentes zones écogéographiques, il y a le ferlo. Si on dit 1 hectare de superficie brûlée, c'est 800 ou bien 0,8 tonnes de masse de fourrage calciné. Vous venez dans la zone soudano-sahélienne, de Kaffrine un peu, c'est 1 hectare de superficie brûlée, c'est 1 tonne 200 de marcel calciné. Maintenant, la zone qui nous concerne, la zone soudano, 1 hectare de superficie brûlée, c'est plus de 2 tonnes de marcel calciné. Vous regardez l'impact là au niveau de nos animaux là. Ça va au moins un manque à gagner à nos parents éleveurs, à nous, même qui avons des animaux domestiques à donner. Qu'est-ce que ça va créer? On serait obligé de débourser de l'argent pour acheter de la nourriture pour donner à manger nos animaux. Donc, vous regardez les conséquences qui sont néfastes par rapport aux différents feux. C'est pour cela
c'est compliqué. Il y a aussi nos récoltes, la conséquence, nos récoltes qui sont calcinées. Qu'est-ce que ça va créer au niveau des ménages, au niveau des villages qui sont impactés? Ça va créer encore des vivres de soudure qu'on va amener encore pour la population. Vous avez vu ces conséquences? Ouais. Donc c'est pour cela, c'est l'objectif vraiment de les sensibiliser. Et chaque année, les agriculteurs font les frais, n'est-ce pas, de ces feux Tout à fait. de brousse. Les agriculteurs et les éleveurs. Ouais, les agriculteurs et les éleveurs. Ouais. Vous regardez, il y a certaines aussi, les conséquences aussi, c'est des produits forestiers non ligneux qui sont prélevés par nos braves mamans au niveau de la forêt. Comme le mad et puis... Le mad, le bruit, comme on dit ça, le bruit maintenant, fruit de baobab. Oui, de baobab, Hein? oui. Il y a le mad. Ouais. Hein? Toutes ces espèces forestières non ligneux. Il y a les jujubes aussi. Jujubes, tout ça. Ouais, tout ça. Aujourd'hui, est-ce que nos braves mamans là, on a au moins le temps d'aller prélever ces produits-là au niveau de la forêt quand tout est calciné? Vous regardez? Et dans la zone de Saraya, il y a le beurre de karité, Exactement. de Salémata, tout ça. Tous Tous ces arbres voilà, finissent par être décimés. dissimulés. Maintenant, c'est un manque à gagner à la population. Aujourd'hui, moi, par exemple, une maman là, qui amène un sac de mad à Kédougou, il le vend entre 10 000 jusqu'à 20 000 francs le sac. Maintenant, tout est brûlé. Est-ce qu'il y aura cette chance-là d'aller chercher ces mad-là ou bien des autres produits chercher nos lignes? Ça va créer aussi un déséquilibre au niveau des ménages. Là où au moins c'est un sac de mad, tu le vends, tu peux acheter un sac de riz ou bien un sac de 25 kg de riz. Ça peut t'amener jusqu'à 10 jours. Donc vous regardez toutes ces conséquences-là par rapport à ces feux-là. C'est pour cela qu'il est impératif vraiment de sensibiliser ces gens-là par rapport aux conséquences de ces feux. Voilà. Et monsieur le lieutenant, je pense qu'aujourd'hui, l'autre point, c'est surtout la lutte. La lutte contre ce phénomène qui a, on a parlé de ça, on a suffisamment parlé de ça, mais très souvent, ça se répète. Mais qu'est-ce qu'il faut comme en termes de mesures concrètes, draconiennes, pour arriver à stopper ce phénomène? On nous a demandé d'ici 2030 de réduire les feux jusqu'à 10 000 hectares. Ça demande vraiment une implication de tous les acteurs. Les services techniques, les autorités administratives, les collectivités territoriales et la population. Parce que la population, c'est les premiers à être impactés de ces feux-là. Ces gens-là, aujourd'hui, doivent être impliqués dans la lutte contre ces feux-là pour permettre aujourd'hui de réduire le nombre de cas de feu au niveau du Sénégal. Parce qu'on nous a demandé d'ici 2030. C'est bientôt, hein? Donc il faut que nous démarrions dès à présent avec tout cet arsenal-là, de pouvoir au moins d'ici 2030, de pouvoir arriver à cette réduction des feux de brousse. Parce qu'on nous a demandé de réduire. Parce que vous savez, les bailleurs de fonds d'habitude, c'est comme ça. Ouais, bien sûr. Hein? Bien sûr, Ils se demandent fixer, vraiment des exigences. ouais, Et nous, on est obligés, d'ici 2030, vraiment de voir exactement d'atteindre l'évolution. ces objectifs. C'est pour cela Et qu'il ce faut... qui est étonnant, mon lieutenant, il y a des pays voisins où on ne connaît pas de feu de brousse. Je prends l'exemple de la Guinée à côté. Mais alors, pourquoi chez nous, il y a toujours ces feux de brousse qui sont répétés chaque année? Moi, je suis originaire de la région de Ziguinchor. Est-ce que vous savez le département de Oussouye? C'est un département qui n'a jamais eu de feu. Parce que tout se fait dans la forêt. Et les sanctions sont énormes par rapport au roi d'Oussouye. Est-ce que cette pratique-là, on ne peut pas la mener à Kédougou? Tout à fait. C'est possible. Hein? En tout cas, Vous regardez le roi. Ouais. Si tu allumes, tu es obligé de venir. Et ce n'est pas les gens qui vont te dénoncer. C'est toi-même qui vas venir voir le roi. Ah, moi j'ai mis du feu. Tu vas payer une somme vraiment 200 000, par exemple 200 000. Tu donnes un taureau. Tu as vu? Ouais. Et je pense que ça, si c'est appliqué ici, hein, Si c'est appliqué ici, ouais, comme parce le que... en Guinée. Mhm. Moi, la fois passée, j'étais à Ségou pour une sensibilisation. C'est la population elle-même qui m'a dit que à Guinée, la personne n'ose brûler la forêt. Pourquoi nous, on n'a pas cet éveil de conscience-là de la Guinée? Parce qu'eux, ils se nourrissent de cette forêt-là. Parce qu'ils savent ce qu'ils prélèvent au niveau de cette forêt-là. Pourquoi pas nous? Nous, on prélève beaucoup de choses au niveau de la forêt. Mais vous laissez la forêt brûler, demain les conséquences seront néfastes à nous.
Donc c'est pour ça qu'il faut que les gens les sensibilisent par rapport à ça. Surtout aussi, il y a d'autres infiltrations aussi qui se font chez nous, surtout avec l'orpaillage. Il y a des populations de la sous-région qui viennent et puis voilà, bon, qui mettent le feu et très souvent parce que des gens m'ont interpellé un jour pour dire que c'est nous-mêmes qui accueillons ces personnes. Et alors quand elles commettent des actes pareils, on ne les dénonce pas. Je pense qu'il y a beaucoup de comportements pareils à Kédougou, surtout avec l'orpaillage. Je pense que par rapport à ça aussi, est-ce que voilà, il y a des dispositions à votre niveau pour pouvoir maîtriser ça? Vous savez, l'orpaillage, c'est devenu compliqué au niveau de la région de Kédougou. Parce que là où ils font de l'orpaillage, c'est qu'ils ne sont pas accessibles. Des fois, la dernière fois, on était parti même en pirogue pour au moins aller jusqu'au site qui se trouve derrière le fleuve là. Parce que c'est ça vraiment le problème. À Kédougou, c'est l'accessibilité des zones d'orpaillage. Mais les gens qui accueillent ces gens-là, la première des choses, de les sensibiliser par rapport à ces fléaux-là. C'est les premiers responsables. Vous êtes chef de village, des gens d'autres nationalités viennent au Sénégal chercher quelque chose. Vous êtes les premiers responsables à les sensibiliser par rapport à ces catastrophes, par rapport à ces feux-là. Aussi c'est fait, aujourd'hui au moins on peut noter une diminution de ces feux-là. C'est pour cela, moi toujours quand je pars dans des réunions, c'est la première cause que je défends, surtout les Européens. Il faut une sensibilisation de ces Européens-là. Les étrangers qui viennent ici pour chercher de l'or, pour les gens les sensibiliser par rapport à pourquoi. Comme je l'ai dit, de mettre en feu les feux précoces pour diminuer, parce qu'un feu précoce, c'est un feu qui est là que le service ou bien la population encadre. C'est le matin de bonne heure ou bien le soir entre 18h et 19h comme ça. En ce moment-là, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de soleil pour permettre la propagation. Il y aura au moins ce feu-là sera très maîtrisé. C'est pour cela qu'on les sensibilise toute la population, les chefs de village, d'être vraiment nos relais au niveau de ces communautés qui sont là-bas au niveau de leur site d'orpaillage. Mon lieutenant, nous avons parlé des méthodes de lutte et la gestion des feux. Alors maintenant, en termes de message, parce que l'émission est arrivée à terme, mais en termes de message aujourd'hui, quel appel allez-vous lancer à ces populations ou à ces solitaires qui nous suivent de véritablement adhérer au message que vous êtes en train de passer, mais également à tout ce qui a été discuté ici? Aujourd'hui, le message que je dois donner, c'est par rapport à nos élus, aux collectivités locales, qui sont les premiers vraiment gestionnaires de cette ressource naturelle. Aujourd'hui, c'est eux qui devaient être nos relais au niveau de la base. Parce que vous regardez, au niveau de sa commune, il n'y a pas un agent qui est là-bas. Maintenant, aujourd'hui, si la commune elle-même peut être un relais au niveau de la communauté, au niveau des villages, ça va au point se permettre aux gens d'être sensibilisés par rapport à ça. Aujourd'hui, nous, on est là, service technique. On est là pour accompagner ces collectivités locales-là. C'est pour cela, des fois, nous, on organise vraiment des différentes réunions de sensibilisation pour sensibiliser tout un chacun. Pour leur dire que les conséquences, les causes et les conséquences de ces feux-là, voilà. Demain, si vous ne parvenez pas à maîtriser ça, ça va créer au moins des dégâts que personne vraiment ne peut pas évaluer. Aujourd'hui, par rapport à ça, ma première intervention par rapport à sensibilisation, c'est d'abord, tous après l'hivernage, chaque village devrait créer des pare-feux tout autour de leur village. Si tout est fait, on va s'attaquer vraiment au niveau de la forêt pour créer des pare-feux, des feux précoces. Parce que d'abord, les villages sont les premiers à être impactés par ces feux-là. C'est pour cela, je dis à la population, à chaque hivernage, d'ouvrir des pare-feux tout autour des villages pour éviter des feux tardifs qui vont arriver. C'est pour cela, c'est un message vraiment que je lance à tout un chacun d'avoir ces activités-là après tout l'hivernage pour au moins éviter de ces feux qui vont venir. Voilà, merci beaucoup, mon lieutenant. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le lieutenant Ansoumane Sonko, chef de secteur des eaux et forêts de Kédougou. Alors, mon lieutenant, je sais que nous allons revenir une prochaine fois, peut-être en langue nationale,
Mais ça, c'était juste la première émission. Alors, monsieur, mon lieutenant, avant de vous laisser partir, vous avez visité un peu les locaux de SK2 TV. Vous avez eu un entretien avec monsieur Diallo, le responsable. Et aujourd'hui, vous êtes sur le plateau de SK2 TV. Alors, quelles sont vos impressions? Ah, merci beaucoup, M. Dembélé. Vraiment, je remercie vraiment SK2 TV de cette plateau. Et je remercie vraiment M. Diallo, vraiment avec de l'accueil. Et vraiment, c'est que vraiment, c'est une première, mais je pense que ça ira. Et je souhaite vraiment un bon succès à cette radio-là, à cette télévision aussi. Vraiment, c'est une première à Kédougou, je pense bien. Et vraiment, je pense que beaucoup de gens vont venir au moins échanger avec SK2 TV pour pouvoir moins faire des sensibilisations par rapport à différentes thématiques au niveau de la radio-télévision de SK2 TV. Et remercie aussi les caméramans par rapport à leur travail vraiment. Hein? On vous remercie et je pense que ça va continuer. C'est une première. Shaira Inch'Allah. Un remerciement, satisfaction totale à tout un chacun, aux téléspectateurs de SK2 TV. Alors, vraiment une satisfaction totale de tout un chacun, vraiment. Voilà, merci beaucoup, mon lieutenant. Merci, mesdames, messieurs. Merci à la régie et merci. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres numéros de Face A.